bienvenue, il est 8h. Et votre matinale info continue avec Pierre Devineau jusqu'à 9h. Et le journal de 8h, c'est avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour à tous. 3 titres à la une. Ce sont les 3 lettres qui font polémique. LBD pour lanceur de balles de défense. Il serait à l'origine de blessures parfois très graves depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Page complète et enquête Europe 1 dès le début de ce journal. Hard Brexit, les 2 mots qui effraient les milieux économiques. Les entreprises françaises s'y préparent de plus en plus sérieusement. Et enfin, le recensement commence aujourd'hui. Enjeu majeur pour les communes de France, vous verrez. Avoir plus ou moins d'habitants dans sa ville entraîne toute une série de droits ou de devoirs pour les maires. Europe 1. Après 9 journées de confrontation face à des manifestants pour certains très violents, le défenseur des droits, Jacques Toubon, a reçu 12 saisines mettant en cause la police. Des gilets jaunes qui disent avoir été victimes de tirs avec les fameux lanceurs de balles de défense qui entraînent parfois des blessures très graves au visage. Écoutez le témoignage de Patrice. Ce manifestant a perdu un œil le 8 décembre dernier sur les Champs-Élysées. Il est avec Théo Manval pour Europe 1. J'avançais vers les gendarmes mobiles pour quitter la manifestation, sans signe d'agressivité ou quoi que ce soit. Je vois le gendarme mobile qui me vise et je pense que c'est pas pour moi, puisque je me dis, mais je suis trop près, c'est pas possible. Et à 5-6 mètres de eux, je prends un tir de flashball dans l'œil droit. Un tir tendu, c'est un tir tendu. C'est un tir volontaire dans la tête. Le choc était d'une extrême violence. Je ne verrai plus de cet œil. Je suis chauffeur routier. J'étais. Pour le coup, je perds mon œil, mon métier. Je veux même pas qu'on recherche le gendarme responsable. En revanche, mon combat maintenant, il va être de leur sortir ces armes qui sont véritablement dangereuses, qui éborgnent, qui mutilent. Alors David, on vient d'entendre ce témoignage. La question c'est, est-ce que les forces de l'ordre ont fauté ? Premier élément de réponse, le patron de la police nationale, Éric Morvan, a écrit à ses troupes pour leur rappeler que les tirs de balles de défense doivent exclusivement être dirigés vers le corps. En fait, ces LBD de confection suisse équipent aujourd'hui les CRS et les gendarmes mobiles en remplacement des flashballs qui étaient moins puissants. Mathieu Bock a enquêté pour Europe 1 et vous allez le comprendre, c'est le respect des consignes d'utilisation qui doit permettre de limiter les blessures graves. En Europe, tous les pays du Nord l'ont interdite. La France est la seule, avec les pays du Sud, à utiliser cette arme. Plus puissant que leurs ancêtres français, les flashballs, ces LBD sont conçus en Suisse et peuvent atteindre leur cible avec précision à plus de 30 mètres. Le fabricant que nous avons joint au téléphone s'étonne du nombre de manifestants blessés en France. Sa notice d'utilisation est pourtant claire. Elle rejoint la consigne que reçoivent les policiers. Toujours tirer entre les épaules grâce au viseur électronique. L'armurier explique également que la France choisit les munitions les plus puissantes que l'arme est capable de tirer. Alors pourquoi ce choix ? Le fabricant répond que ces cartouches américaines ont l'avantage d'être bon marché. Et il précise, même dans notre propre pays, la police utilise des munitions moins puissantes pour le maintien de l'ordre. En France, ces lanceurs de balles de défense sont dénoncés depuis plusieurs années par des associations. Il y a un an, le défenseur des droits réclamait même leur retrait, mais le ministère de l'Intérieur n'a pas l'intention d'y renoncer, puisqu'il vient de commander près de 1300 pièces juste avant Noël. Enquête signée Mathieu Bock pour Europe 1. Et nous reviendrons demain sur ce sujet lors d'une matinale spéciale, cette question de la violence, l'état d'esprit des forces de l'ordre à la veille du 10e samedi de contestation des Gilets jaunes. Nikos Aliagas sera en direct de 7h à 9h depuis un commissariat d'Amiens dans la Somme. L'État lâche désormais clairement Carlos Ghosn. Bruno Le Maire a demandé la convocation dans les prochains jours d'un conseil d'administration de Renault. Le ministre de l'économie considère maintenant qu'il est temps de désigner un successeur. Venons-en, Pierre, au Brexit. La motion de censure contre Theresa May n'a pas abouti. La Première ministre est donc toujours dans son bureau de Downing Street, mais on peine à voir comment elle peut sortir de cette situation de blocage. Dans ce contexte, la perspective d'une sortie sans accord, le fameux hard Brexit, effraie les milieux économiques. En France, le MEDEF appelle les patrons, notamment ceux des PME, à se préparer. Et pour cela, il y a un mode d'emploi. Aurélien Fleureau. Le premier conseil, c'est de réaliser son propre audit, de se poser les bonnes questions. Quelles sont vos relations commerciales avec le Royaume-Uni ? Vos fournisseurs sont-ils dépendants d'entreprises britanniques ? Ou encore, quel serait pour vous l'impact d'une chute de la livre sterling ? Les réponses sont notamment fournies par Bercy, qui a mis en place des points de contact dans chaque préfecture. Le MEDEF a lui aussi mis à disposition un guide secteur par secteur. Exemple avec l'agroalimentaire, détaille Bernard Spitz, président de la commission Europe au MEDEF. Tous les produits
de nature agroalimentaire, chimique, sont des produits qui sont des produits soumis à des réglementations extrêmement importantes. Donc ce qui aujourd'hui permettait leur transport de façon rapide et aisée va se heurter à des contraintes de contrôle et de temps qui sont tout à fait considérables. Donc on leur dit il faut quand même que vous ayez bien en tête les éléments qui vous concernent parce que ça peut avoir des conséquences immédiates et très graves. Depuis hier, la question qui revient le plus souvent, c'est « j'ai un Anglais dans ma boîte, que se passerait-il pour lui ?» Alors là, aucune crainte, une ordonnance a déjà tout prévu, ça ne changerait rien. L'inquiétude est réelle en revanche du côté des PME. Beaucoup ne sont pas prêtes, disait-on hier, dans un cabinet ministériel. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. 2 chiffres économiques maintenant. Oui, la Française des Jeux se porte très bien. 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Un excellent résultat grâce à un bond des paris sportifs et des mises numérisées sur Internet. À l'inverse, résultat moins réjouissant pour le marché du jouet, moins 5% en 2018, à cause notamment de la chute de consommation avant Noël en raison du mouvement des Gilets jaunes. Et la suite du journal de David Doucan, l'édition 2019 du recensement commence aujourd'hui. Oui, et cela va durer 5 semaines. Et ce que l'on ne sait pas forcément, c'est que compter le nombre d'habitants, c'est un enjeu majeur pour les communes et pour leurs maires. Olivier Samin. L'implantation d'une pharmacie, par exemple. La commune doit avoir au moins 2500 habitants. Et pour une deuxième pharmacie, il faut qu'elle compte plus de 7000 habitants. Tous les ans, on compte par dizaines les petites villes qui attendent avec inquiétude les résultats du recensement, dans l'espoir que leur population légale franchisse ces seuils. Inquiétude aussi des élus quand la population baisse, car moins d'habitants, c'est une dotation moins généreuse de l'État pour financer leur fonctionnement. Pour les maires, le franchissement de certains seuils peut avoir des conséquences importantes en matière d'indemnité. Il suffit que votre commune passe le cap des 500 habitants pour que votre indemnité soit doublée. 1205 € par mois au lieu de 661. Dans les plus grandes villes, le gain peut être élevé. 1000 € de plus par mois quand votre commune franchit le cap des 20 000 habitants. Mais une commune qui grandit se voit aussi imposer des obligations nouvelles. Obligation par exemple de créer une aire d'accueil pour les gens du voyage quand vous passez le cap des 5000 habitants. Ou obligation de respecter un quota de logements sociaux quand vous dépassez 3500 habitants et que vous faites partie d'une grosse agglomération. Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Revenons maintenant sur le fléau de la corruption dans le tennis. Oui, c'était le sujet ce matin d'Europe 1 va plus loin un peu après 7h15. Vous étiez en ligne avec Jean-François Villotte, directeur général de la Fédération française de tennis, et il a lancé ce matin un appel sur notre antenne pour endiguer ce phénomène de match truqué. On l'écoute. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des réseaux criminels qui s'appuient sur la dématérialisation des paris, et donc ce sont des réseaux qui agissent de façon transfrontalière. Il faut donc une réponse sportive, policière, publique, à l'échelle de cette organisation, c'est-à-dire au niveau international. Jean-François Villotte, directeur général de la Fédération française de tennis. Et maintenant, cette question, David, nous serons 10 milliards en 2050. Comment nourrir l'humanité tout en protégeant l'environnement ? Eh bien, une trentaine d'experts internationaux vient d'apporter sa réponse dans une étude intitulée « Le régime alimentaire idéal ». Et contrairement aux idées reçues, pas besoin de bannir la viande. Mélanie Gomez. Ce régime idéal pour la planète, il est d'abord flexitarien, c'est-à-dire qu'il n'exclut pas la viande, mais qu'il fait la part belle aux fruits et légumes qui doivent représenter tous les jours la moitié de ce que l'on mange. Ensuite, un tiers de notre assiette devrait contenir des céréales complètes comme le blé, le quinoa ou encore le riz complet. Et donc pour ces experts, il ne faut pas forcément renoncer à la viande. On peut préserver l'environnement sans devenir tous végétariens. On peut donc manger 100 grammes de viande rouge par semaine. Par contre, les autres jours, c'est volaille ou poisson. Donc 500 grammes maximum de protéines animales par semaine. Résultat pour les Français, c'est tout de même divisé au moins par 2 leur consommation actuelle. Enfin, cette viande, il faut aussi bien la choisir, selon Fabrice Declercq, directeur de recherche à la Fondation HIT. C'est aussi très important de clarifier que comment nous produisons la viande a un impact important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de producteurs qui ont des pratiques durables. Recommandons évidemment de la viande qui soit produite localement en France, principalement élevée sur le fourrage en pâturage. Enfin, ce régime idéal pour la planète, ce serait aussi le meilleur pour notre santé. En le suivant, on réduirait l'obésité et la malnutrition notamment, et donc cela pourrait faire baisser d'environ 20% la mortalité des adultes dans le monde. Les informations de Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe 1. Un peu de football pour finir. Strasbourg s'est qualifié hier pour les 16e de finale de la Coupe de France en battant Grenoble, équipe de Ligue 2 1-0. Strasbourg affrontera donc le Paris Saint-Germain au prochain tour. Et puis en Ligue 1, Marseille a été battu à Saint-Etienne 2-1. Ça vous affecte ? Bah oui, parce que c'est difficile pour Marseille en ce moment. C'est très difficile pour Marseille. Merci de le préciser. C'était le journal de David Doucan.